Ah, c'est donc vous, la fameuse binge audio dont tout le monde parle. J'ai bien réfléchi, tu sais. Et il se trouve que je t'aime. Quoi? Je t'aime. Et qu'est-ce que je peux bien répondre à ça? Dis-moi que tu m'aimes, toi aussi. Je vais plutôt te dire que je m'en vais. Alors, ça te laisse froid, tout ce que je te raconte? C'est avec une grosse louche de nostalgie qu'a été accueillie l'annonce de la sortie à l'automne 2023 d'un film d'allure assez banale. Ce film, il s'appelle What Happens Next. Il raconte les retrouvailles de deux anciens amants coincés par une tempête de neige dans un aéroport. C'est donc évidemment une comédie romantique des plus classiques. Mais le petit plus, c'est qu'elle est incarnée et réalisée par une légende vivante du genre. Meg Ryan, l'actrice qui fut la star incontestée de la rom-com triomphante des années 80-90. Alors au-delà de ce comeback, une chose est sûre, on est loin d'en avoir fini avec la comédie romantique. Et pour comprendre pourquoi la rom-com survit à toutes les époques, on a décidé de reprendre son histoire depuis le début et de lui consacrer cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Alors, il y a le terme de comédie romantique et il y a le terme synthétisé de rom-com, qui est encore plus spécifique et qui renvoie vraiment à la comédie américaine et à une certaine forme de la comédie romantique. David Honora, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois dans ce podcast. Il est journaliste, auteur, spécialiste du cinéma. Il œuvre notamment au sein du duo de vidéastes Calmos, dont je ne saurais que trop vous conseiller la chaîne YouTube. Et c'est lui qui est chargé donc de décortiquer pour nous le double concept de rom-com et de comédie romantique. C'est dans le nom, hein. Une comédie romantique, c'est une comédie avec des aspects romantiques. Mais en fait, justement, pas seulement ça, parce qu'en fait, il peut y avoir des romances avec des aspects comiques ou des scènes comiques ou des moments comiques. Et à l'inverse, des comédies avec des enjeux romantiques. Or, la comédie romantique, c'est vraiment la conjonction des deux. Et souvent, le but ou l'aspect qui définit le genre, c'est quand la comédie est portée par les enjeux romantiques. Et donc, schématiquement, on va avoir deux personnes qui ont des sentiments l'un pour l'autre, parfois avec un déséquilibre. Et souvent, c'est ce déséquilibre qui va servir de matière à la comédie. Les déséquilibres, ils peuvent être hyper variés. Ça peut être le fait que c'est des personnalités complètement opposées. Deux personnes que tout oppose, mais qui en fait vont tomber amoureuses. Ça peut être le fait qu'une personne ait d'abord trahi l'autre et va devoir essayer de la reconquérir. Ça peut être des choses plus de l'ordre de l'amour impossible. C'est-à-dire c'est la société ou des éléments extérieurs qui s'opposent à leur amour. Et en fait, tous les enjeux, tout ce qui va freiner la romance, à partir du moment où ce frein est traité sur le mode comique, ça va plutôt être une comédie romantique, alors qu'à l'inverse, on est dans des romances plus dramatiques quand le frein, quand l'amour est impossible, un film comme Love Story par exemple, où la maladie ou la pauvreté se met en travers de l'histoire d'amour, là on est forcément dans un autre registre. Donc voilà, pour synthétiser, une comédie romantique, c'est une comédie dont les aspects comiques reposent sur les enjeux de la romance. Et alors une rom-com? Alors la rom-com, je dirais que c'est quelque chose qui est encore plus spécifique, qui correspond à ce qu'on a tendance à considérer comme l'âge d'or de la comédie romantique américaine dans les années 80-90. Où, pour des raisons de marché essentiellement, le genre s'est synthétisé dans quelque chose de très très codifié, avec aussi des acteurs vedettes qui ont été vraiment phares de ça. Donc il y a eu Tom Hanks, Meg Ryan, Julia Roberts, et puis Hugh Grant, qui ont été les grandes figures de cet âge d'or-là. Et puis, cette rom-com, elle repose en fait sur un style, sur une manière de filmer, sur même des tons, des couleurs, un type de photo. Et aussi, dans son écriture scénaristique, sur souvent une relecture d'un précédent âge d'or de la comédie romantique, qui était plutôt à partir des années 30-50, au cœur de l'âge d'or hollywoodien, dans la période classique, avec les grandes stars hollywoodiennes de l'époque, les Cary Grant, Jimmy Stewart, Catherine Hepburn et compagnie. Un moment où la comédie romantique se construisait en réaction à une codification morale d'Hollywood. En fait, à partir des années 30 et jusque dans les années 50, il y a à Hollywood ce qu'on appelle le code Hays,
qui en fait censure, limite ce qu'il est possible de monter à l'écran. Et notamment, il est interdit de montrer l'adultère et de montrer les relations hors mariage. Or, la difficulté, c'est que pour montrer un amour naissant, si tu ne peux pas filmer de relations hors mariage, c'est un petit peu compliqué. Il faut trouver des manières de contourner la censure. Et c'est ce qui s'est passé avec quelques-uns des grands maîtres de la grande comédie, de la screwball comédie des années 40-50, les Frank Capra, les Howard Hawks, les George Cukor, qui ont signé un certain nombre de films qui ont été caractérisés après coup, dans les années 80, par un philosophe américain qui s'appelle Stanley Cavell, et qui a appelé ça la comédie de remariage. Et en fait, ce qu'il a remarqué, c'est que le principe narratif, c'était de prendre des couples mariés, avec de l'eau dans le gaz, et qui allaient devoir, en fait, se reconquérir. Et en fait, cette astuce permet de jouer tous les enjeux de la comédie romantique, donc de la séduction. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui découle de la codification liée au Code Hays. Et en fait, ce qu'impose narrativement la comédie de remariage, c'est quelque chose qui s'est retrouvé dans les années 80-90, où là, on n'avait plus besoin forcément d'avoir vraiment des couples mariés qui se séparaient, mais le schéma narratif était le même. C'est-à-dire qu'on part avec des personnages avec qui ça ne peut pas fonctionner, pour un certain nombre de raisons. Et en fait, ils vont finir par se rabibocher. Et souvent, ce qui précède la scène finale de ces grandes comédies romantiques des années 90, que ça soit Quand Harry rencontre Sally, qui est un peu le prototype, c'est vraiment la toute fin des années 80, donc ça arrive juste avant, ou des films comme Pretty Woman, Jerry Maguire, Coup de foudre à Notting Hill, qui arrive encore un peu plus tard, etc. On est à chaque fois dans des situations où, a priori, ça ne peut pas fonctionner. Au milieu du film, tout est perdu. Justement, on a passé cette lune de miel et les enjeux qui font que ça ne peut pas fonctionner marchent à plein et donc le couple se sépare. Et puis, les personnages font tout le trajet nécessaire pour refinir ensemble. C'est cet arc narratif qui est vraiment le cœur, la sève de la comédie romantique. C'est que à la fin, tout finit bien. Ils vécurent heureux et ont eu beaucoup d'enfants, même si à la fin de certaines comédies romantiques, tu peux te poser la question de en fait combien de temps leur histoire va durer. Et il y a un autre aspect très américain dans la résolution d'enjeux de la comédie romantique, quand on sort de la période classique, donc plutôt dans le renouveau des années 80-90, c'est que tout se résout par le mariage. Et justement, ce truc un peu de conte, qui je trouve même d'un point de vue français est pas évident. Enfin, c'est beaucoup moins dans notre culture. Et énormément de comédies romantiques se terminent sur le mariage, comme si une fois que les personnages sont mariés, c'est bon, tout est résolu, tout est fini. Alors que je dirais que dans la culture française, on aurait plutôt tendance à dire que c'est là que les ennuis commencent, quoi. Do you, Jerry Maguire, take this woman to be your lawfully wedded wife? No, not yet. And do you, Dorothy Boyd, take this man to be your lawfully wedded husband? Almost. I now pronounce you husband and wife. Dans les toutes premières comédies romantiques au sens moderne où on l'entend, enfin moderne j'entends parce que là je vais parler d'un film de 1934, il y a un film un petit peu phare qui revient souvent, c'est New York, Miami. Mind if I try? You? Don't make me laugh. Oh, you're such a smart Alex. Nobody knows anything but you. Qui est notamment connu justement pour sa manière de contourner la censure. Il y a une scène très célèbre où l'acte sexuel est symbolisé par la chute d'un drap. En fait, un couple dans le film qui n'est pas censé être ensemble, donc un couple non marié, partage une même chambre, ce qui était interdit à l'époque par le code. Et en fait, l'astuce, c'est que du coup, les personnages tendent un drap entre les deux lits et dans une séquence, le drap tombe. Donc voilà, s'il y a un phare, un point de départ de la comédie romantique moderne, ça serait New York, Miami de Frank Capra en 1934. Ensuite, il y a justement toute la vague des comédies de remariage. Il y a plusieurs comédies romantiques importantes de Howard Hawks, que ce soit L'Impossible Monsieur Bébé ou La Dame du Vendredi. Et puis en fait, la comédie romantique se perd un petit peu dans les années 60, parce que c'est aussi l'arrivée du Nouvel Hollywood, c'est aussi en partie la libération sexuelle. Et en fait, les films entre guillemets romantiques
témoignent de ces évolutions de société. Et il y a pas mal de films qui, en fait, sont un peu tombés en désuétude et sont un peu oubliés, mais avaient beaucoup marqué à l'époque. Donc, il y a des films comme Bob et Carol et Ted et Alice de Paul Mazursky, qui est sur des relations croisées entre deux couples. Des films de Mike Nichols comme Ce plaisir qu'on dit charnel ou Le lauréat, qui là peuvent avoir des aspects un peu comiques et des aspects romantiques, mais en fait sont tellement subversifs qu'ils oublient complètement les codes de la comédie romantique. Donc ça va être plutôt des comédies romantiques, avec une séparation au milieu qui font qu'on n'appartient plus vraiment au genre. Dans les années 80, Hollywood se rend compte que ces classiques peuvent être réexploités, parfois même directement ou explicitement. C'est le cas par exemple avec Nuit blanche à Seattle, qui fait référence explicitement à Elle et lui. Et vraiment, en fait, les schémas, voire les scénarios sont complètement repris. C'est aussi le cas avec un autre film avec Meg Ryan et Tom Hanks, qui est Vous avez un message, qui est juste un remake de The Shop Around the Corner de Lubitsch. Qui reposait sur ce même truc de deux amants qui ont une romance sans savoir qu'ils se connaissent, enfin qu'ils se côtoient, qu'ils habitent au même endroit. Vous avez un message. Mais qu'est-ce qui se passe? On est infidèle quand on a une relation par email? Cette femme est la créature la plus adorable avec laquelle j'ai jamais été en contact. Il y a eu rapport sexuel? Bien sûr que non, je le connais même pas. Non, je veux dire cybersexuel. Non? La rom-com des années 80-90 est une sorte de renaissance de l'âge d'or de la comédie romantique, et du coup est extrêmement formatée, avec souvent le même type d'enjeu, le même type de musique, le même type d'ambiance, et avec beaucoup de succès à une époque où, d'un point de vue marché, clairement, des films d'action et de science-fiction étaient vraiment les blockbusters qui dominaient le marché. Il y avait un contrepoint avec la comédie romantique qui avait l'avantage, en fait, de s'adresser à un public de jeunes adultes qui pouvaient aller au cinéma en couple. Et donc, tu avais ce truc très stéréotypé, en fait, de parler au grand public avec le cinéma d'action qui s'adresse prioritairement au public masculin, et en fait de parler à côté au public féminin avec les comédies romantiques. C'est des choses qui n'existaient pas tant que ça dans le passé, et qui ont par la suite non plus tant existé que ça. Toute l'histoire d'Hollywood, elle repose sur un rapport de force et un enchaînement de domination entre, on va dire, trois gros pôles: les studios, les stars et un peu plus marginalement les auteurs, les réalisateurs. Dans les années 80-90, on est vraiment sur une phase de prise de pouvoir des stars, avec des énormes stars, de plus en plus mieux payées, parce que c'est les stars qui font les entrées, avec aussi dans les rapports de force un peu un affaiblissement des studios, justement parce qu'il y a beaucoup de concurrence. C'est donc en fait une situation complètement différente de la situation actuelle, où là on est vraiment revenu dans une prise de pouvoir des studios, avec clairement les studios Disney qui ont opéré à la fois une concentration en rachetant notamment la Fox et LucasArts, qui du coup concentre la force et qui en plus impose avec Marvel une licence dans laquelle évidemment il y a les stars, mais les stars en fait s'effacent entre guillemets derrière la licence et sont potentiellement même interchangeables, encore plus avec le multiverse, etc. Et du coup, la relative faiblesse des stars vis-à-vis des studios aujourd'hui limite aussi le potentiel des comédies romantiques. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des stars qui seraient potentiellement des prototypes de stars de comédies romantiques, que ce soit Zendaya, Tom Holland, Harry Styles, je ne sais pas, mais qui, dans l'économie des studios, finalement n'ont pas autant le potentiel que pouvaient avoir les générations précédentes pour vraiment déplacer les gens en salle. Donc les films se montent moins sur leur nom. On va plutôt préférer justement inclure les aspects de comédie romantique dans les licences existantes. En parallèle de ça, il y a tout un nouveau marché pour la comédie romantique qui s'est ouvert de deux manières. D'une part par les séries, à partir de la fin des années 90 avec une série comme Friends, et encore plus par la suite avec une série comme How I Met Your Mother, qui est vraiment une comédie romantique en série. Je vais vous raconter une histoire incroyable, l'histoire de ma rencontre avec votre mère. Et l'autre chose avec les plateformes, c'est en fait les plateformes permettent d'utiliser le canevas de la comédie romantique
pour adresser des publics plus niches et en fait de sortir de ce qui était vraiment le moule de l'âge d'or de la rom-com, qui était l'histoire d'amour hétérosexuel entre blancs d'une trentaine d'années, etc. Oui, c'est vrai. On a avec les plateformes toute une vague de comédies romantiques qui en fait ont des protagonistes pas forcément blancs, pas forcément hétérosexuels, pas forcément avec les rapports de genre comme ils étaient définis dans les années 80-90, où il y avait un peu toujours le même type de stéréotype féminin et le même type de stéréotype masculin. Toute l'histoire de la comédie romantique américaine entretient un rapport particulier à la morale. Parfois, la comédie romantique est plutôt subversive, en avance sur son temps, en avance sur les mœurs, et parfois, elle va plutôt être réactionnaire et plutôt dans une promotion du couple bourgeois, du mariage. Et ce qui est intéressant, justement, dans la bascule entre la comédie romantique des années 50, qui était plutôt progressiste par rapport à l'époque, et celle des années 80, qui en est une relecture qui, du coup, tient pas tant que ça compte des évolutions de société et qui, en comparaison, est plutôt réactionnaire. Il y a ce mouvement de balancier, et je dirais que c'est un petit peu pareil aussi avec les années 2000 et avec les années 2020. Tous les aspects sociétaux de la comédie romantique, aujourd'hui, sont remis sur le tapis et permettent de réexploiter le canevas une troisième fois en ajoutant plein d'aspects différents. Autant dans l'histoire d'Hollywood, avant, les choses étaient assez claires. Le but, c'est de faire un maximum d'entrées. Et quand un film fait beaucoup d'entrées, encore plus une comédie romantique, a priori, peut faire beaucoup d'entrées avec un budget pas forcément énorme au départ. C'est super et ça donne envie d'en faire d'autres qui ressemblent. Et l'histoire de la comédie romantique a été beaucoup drivée par ça. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi les stars ont pris tant de pouvoir dans les années 80-90. C'est qu'on pouvait faire des films qui marchaient très bien grâce à leur nom et avec un budget relativement faible où l'essentiel du budget, en fait, partait dans les cachets de ces stars. Avec la plateforme, le modèle économique a énormément changé. Et finalement, l'enjeu n'est pas tant de faire des films qui vont rassembler au maximum et faire énormément d'entrées, mais d'avoir dans son catalogue des films qui vont parler à une partie des abonnés pour faire en sorte qu'ils restent abonnés. Et c'est un paradigme complètement changé. Et du coup, ça veut dire que l'approche et la démarche d'un Netflix, c'est pas de faire des blockbusters qui rassemblent tout le monde, mais de faire les films qui vont s'adresser à telle communauté. Ils ont besoin de parler aux amateurs de comédie romantique et aux amateurs de comédie romantique spécifique, peut-être aux ados amateurs de comédie romantique ou aux asiatiques qui ont envie de se voir représenter au cinéma dans des comédies romantiques, des choses comme ça. Cette recherche de la niche, c'est au cœur du modèle économique des plateformes qui vont du coup produire des films pas forcément chers, pas forcément très vus, et d'ailleurs on n'a pas le détail des chiffres pour savoir à quel point c'est important dans le marché. Mais en fait ces films existent parce qu'il y a la niche qui correspond en face, et en fait tant que les abonnés continuent de rester abonnés à la plateforme, c'est pertinent pour la plateforme de produire ces films. Donc cet aspect-là a un fort impact sur le genre et sur sa granularité, et du coup la tendance va plutôt être une multiplication de petits films sur plein de niches différentes, plutôt que la grande comédie romantique dont tout le monde parle et qui rassemble tout le monde. La comédie romantique, c'est vraiment, par essence, un canevas qui est fait pour être réinventé, restructuré, modifié. Quand on parle de comédie romantique, on parle beaucoup de la comédie romantique américaine parce que c'est celle qui est la plus codifiée et qui en fait s'est imposée au monde entier. Mais en fait, plus récemment, il y a d'autres tendances qui vont renourrir en fait, y compris la comédie romantique américaine, notamment en provenance d'Asie, avec les dramas coréens, qui eux-mêmes, pour le coup, sont ultra codifiés et ont une origine qui s'inspire beaucoup de la rom-com classique des années 80-90, mais en rajoutant tous les rapports de force qu'il peut y avoir dans la société coréenne, le respect aux aînés, les rapports entre les genres. Et les dramas coréens, qui se sont popularisés largement en dehors des frontières coréennes, ont aussi infusé la comédie romantique moderne. Il y a eu aussi un gros succès international d'une comédie romantique asiatique, c'est Crazy Rich Asians. Can't afford this. So your family is rich? We're comfortable. That is exactly what a super rich person would say.
qui a aussi du coup fait un peu la démonstration d'une appétence aussi pour une communauté qui était, en tout cas dans les productions hollywoodiennes, assez ignorée. Il y a eu aussi plus récemment, par exemple, Kumail Nanjiani qui a fait The Big Sick, qui là explore la communauté indienne avec, pareil, toujours les codes de la comédie romantique. Donc vraiment, c'est un genre qui peut toujours se renouveler et intégrer les évolutions de société, mais qui est moins central dans la pop culture que ça a pu l'être vraiment à l'âge d'or dans les années 80-90. Les codes de la comédie romantique peuvent se retrouver aussi dans plein d'autres choses. Ça peut se retrouver en podcast, ça peut se retrouver dans des écritures de vidéos YouTube. Il y a eu tout un arc avec le youtubeur Inoxtag, par exemple, qui a mis en scène sa relation à distance avec une jeune femme mexicaine. Ils ont fait 2 vidéos qui suivent leur date. I want to kiss you. I didn't. Yes, you say. I want to kiss you. Yeah, no, it was a question. Ah, okay. C'est vraiment des vidéos qui reprennent les codes de la comédie romantique remis au goût du jour, détournés et mélangés du coup avec les codes aussi de la télé-réalité, etc. Le souffle de la comédie romantique, et je l'ai dit plusieurs fois, c'est vraiment un canevas. Donc en fait, c'est juste une manière très schématique de raconter des histoires qui peut s'appliquer à tout et qu'on peut retrouver partout. Donc en fait, la comédie romantique, elle est finalement partout avec nous. Et en même temps, il y a aussi un autre aspect qui s'est passé avec la comédie romantique, c'est justement à plusieurs étapes importantes de l'histoire et de l'évolution des mœurs et de la société, elle est aussi remise en question. Parce que la comédie romantique, elle sous-tend et elle défend des codes moraux et elle a aussi besoin d'être déconstruite. Et donc, à la fois dans les années 70 et à la fois aujourd'hui avec plein d'évolutions dans le féminisme, dans les luttes LGBT, etc. Il y a une remise en question de ce que nous dit la comédie romantique, de ce qu'elle dit du couple. Et je pense que comme, encore une fois, la comédie romantique est un canevas qui absorbe tout, elle est tout à fait prompte à redigérer ça. Et donc, en fait, sûrement, l'avenir de la comédie romantique après s'être déconstruite, va être de reconfigurer des histoires romantiques et amusantes parce qu'elles sont romantiques et romantiques parce qu'elles sont amusantes, en intégrant les évolutions de la société. Et histoire de terminer sur une petite recommandation cinéphile, le camarade David Honora, que je remercie pour son temps et pour ses réponses, vous conseille de regarder Terrain d'entente, Fever Pitch en VO, une comédie romantique des frères Farrelly avec Drew Barrymore et Jimmy Fallon, une histoire d'amour du sport et d'amour tout court, évidemment. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Estelle Cola. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur vos plateformes de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.